urbaine. Ce mot caractérise à lui seul la civilisation romaine. Rome a construit son empire dans la pierre et sur des milliers de kilomètres, de la Bretagne à l'Iran et de la Germanie au Maroc. Ce n'est donc pas par hasard si, de toutes les civilisations antiques, elle est celle qui a le plus marqué le paysage de la Méditerranée. Contraints par les exigences de leur conquête à fonder de nombreuses villes, les Romains développèrent une politique urbanistique rationnelle sur toute l'étendue de leur empire. Pour cela, ils s'inspirèrent fortement des Grecs hellénistiques qui, hormis l'Afrique, les avaient précédés sur l'ensemble de leur territoire. Mais les Romains apportèrent également leur génie propre à la solution de problèmes imposés par des conditions de vie nouvelles. La nature du sol, les possibilités d'approvisionnement en eau, voies de communication, les édifices préexistants, tout entrait en ligne de compte. Colonies, municipes, villes libres ou tributaires, chacune des villes fécondées par Rome possédait une structure particulière, plus ou moins fortement marquée par l'influence indigène. Parmi les filles de Rome, Volubilis en Afrique du Nord et Gerasa au Proche-Orient sont toutes deux le reflet d'une romanisation concertée. L'actuelle capitale jordanienne porte encore la marque du temps où elle appartenait à l'Empire romain d'Orient. Son théâtre, qui pouvait accueillir jusqu'à 6000 spectateurs, témoigne de l'importance de l'antique cité. Elle s'appelait alors Philadelphia. Quittant Amman, nous mettons le cap au nord, en direction de Jerash, le nom moderne de Gerasa. Les deux cités faisaient partie de la Décapole. Ce nom désignait jadis le territoire qui, sur la rive est du Jourdain, s'étend du sud de la Syrie au nord de la Jordanie actuelle. Cette contrée est assurément l'une des plus fertiles du Proche-Orient. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, les successeurs d'Alexandre le Grand y fondent une dizaine de centres urbains. Modestes par leur taille, mais riches de leur sol et d'une intense vie culturelle, ils ne tardent pas à susciter l'intérêt de leurs voisins, les Nabatéens et les Asmonéens, qui au lendemain de la chute de l'Empire hellénistique se les disputent âprement. Ces luttes d'influence sont interrompues au 1er siècle avant notre ère par l'invasion des Romains. Une fois intégrées à leur empire, les villes de la Décapole forment une confédération autonome. Dès lors, ce creuset culturel grec en milieu sémitique prend son essor et se pare de somptueux monuments. Bientôt, la route ondule à travers les collines verdoyantes du pays biblique de Galaad. Puis gagne le cours inférieur du Zarqa, l'un des affluents du Jourdain. Sur ses rives s'étendent encore oliveraies, vergers et champs cultivés.
Un dernier virage, et voici la ville moderne de Jerash, implantée en partie sur les vestiges de l'ancienne Gerasa, les plus fastueux de la Décapole. Enchâssée dans le silence des collines dorées du pays de Galaad, la cité se dresse sur les deux rives de l'oued Jerash, aujourd'hui Tari, mais dont le nom antique, Chrysoroas, la rivière d'or, traduit le rôle que ce cours d'eau joua jadis dans le développement du site. Ce dernier, habité dès le 9e millénaire avant Jésus-Christ, abrite un ensemble de petits villages mobiles qui se multiplient et se fixent progressivement à partir du 8e siècle avant notre ère avec le développement de l'agriculture. Après un temps d'abandon, cette petite bourgade voit la naissance d'une première cité fondée par les Grecs entre le 3e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Le lieu précédemment appelé Garchou prend alors le nom d'Antioche sur le Chrysoroas. Sous domination romaine, Antioche devient Gerasa. La ville est mise en chantier et atteint son maximum de croissance au 2e siècle de notre ère. Au 3e siècle, alors qu'elle est élevée au rang de colonie, la cité amorce son déclin, rythmé par des invasions et des réoccupations successives. Enfin, le tremblement de terre survenu au 8e siècle porte le coup fatal à la cité, qui ne sera redécouverte qu'au 19e siècle. Ainsi, Gerasa montre-t-elle aujourd'hui simultanément plusieurs époques. Quelle était sa configuration lors de son apogée au 2e siècle de notre ère? Le domaine urbain occupe alors une aire ovale d'environ 95 hectares. Une grande rue à colonnades traverse la ville du nord au sud et se dirige vers le sanctuaire de Zeus olympien, le Jupiter des Romains. Une majestueuse place ovale assure le raccordement entre les axes divergents du sanctuaire de Zeus et de la grande rue à colonnades. Deux voies est-ouest croisent à angle droit l'axe principal. Entre les deux intersections se dresse perpendiculaire à l'artère majeure le sanctuaire d'Artémis, la Diane des Romains. Le reste de la ville est organisé suivant un plan en damier et comprend, outre les quartiers d'habitation, des thermes, un odéon, un marché, un théâtre et un hippodrome. Quant aux nécropoles, elles sont situées à la périphérie de la ville. Pour le voyageur antique qui venait de Philadelphia, l'actuel Amman, la route passait sous une grande arche, érigée en l'honneur de l'empereur Adrien. La voie longeait ensuite l'hippodrome dont il ne reste plus aujourd'hui que le tracé. Plus loin, une réplique réduite et contemporaine de la première arche constituait le véritable accès méridional de Gerasa. Une fois franchi le seuil de la porte sud, le regard s'élève irrémédiablement vers une terrasse artificielle, dominée par le temple haut de Zeus. Rattaché au sanctuaire, le théâtre déploie ses gradins en regard de la ville. Le voyageur traversait ensuite la majestueuse place ovale, ouverte sur la grande avenue. De là, il rejoignait les quartiers commerciaux. Au sol, on devine encore la trace laissée par les roues des chariots. Situé le long de la colonnade, de nombreuses boutiques et le grand marché à viande retenaient le chaland.
Plus loin, le pèlerin pouvait se rafraîchir à l'eau d'une nymphée, une fontaine monumentale. Juste à côté s'ouvrait le domaine sacré de la déesse Artémis. S'il prolongeait son parcours vers le nord, il arrivait aux portes de l'Odéon, à la fois siège du conseil local et lieu de spectacle. 2000 ans après, Gerasa a encore fière allure. Surtout, elle fournit aux visiteurs d'aujourd'hui un bel exemple de ces innombrables cités d'Orient, fondées par les Grecs, et sur lesquelles s'appuyait le pouvoir romain. Installé sur le site même de Djerrach, l'Institut français du Proche-Orient mène en coopération avec les antiquités jordaniennes d'importants travaux de fouilles et de restauration. Les grandes découvertes sur le site proprement dites, vous l'avez vu, le site présente donc tous ces grands monuments qui étaient quand même connus malgré donc le grand abandon, pas malgré la chance du grand abandon des 6 siècles ou 7 siècles, mais c'est ça qui a été dégagé. L'archéologie proprement dite n'a pas encore dégagé énormément de choses. Cependant, de récentes excavations ont mis au jour d'importants vestiges, non seulement d'une grande beauté, mais également riches en informations. Les archéologues se sont en effet longtemps interrogés sur l'origine du plan orthogonal de Gerasa et le degré de pénétration de la culture grecque dans la cité orientale. La réponse se trouve pour partie dans cet obscur chaos de pierre. Ces ruines sont celles de plusieurs édifices d'époques différentes, construits sur une grotte sanctuaire. La fouille de cette grotte et le démontage partiel des vestiges ont permis de découvrir plusieurs centaines de blocs ayant appartenu à un monument précédent. Ces blocs, actuellement conservés dans les soubassements de la terrasse, appelés cryptoportiques, seront prochainement mis en valeur par le musée du Louvre dans le cadre d'un projet franco-jordanien. Gabriel nous ouvre exceptionnellement les portes de ce sanctuaire improvisé. Voilà, alors ici vous avez un autre registre, car ce sont donc les pierres qui sont extérieures. Vous voyez qu'elles ont le même badigeon. Sa mémoire, liée à cet ensemble désorganisé, est émouvante. Aucune moulure, aucun motif ou couleur n'a de secret pour lui. Une fleur qui pourrait être une fleur d'hibiscus, le caducée, la massue d'Héraclès. Voilà, vous avez ici une pierre magnifique avec un petit bovidé qui est en train donc de grappiller dans la grappe, toujours notre décor floral de pan, une palme, et puis alors le plus étonnant, c'est ici. En quoi la découverte de cet énorme puzzle de pierre a-t-il renouvelé l'interprétation de la cité ? Le domaine de Zeus est le résultat d'une longue évolution entamée dès l'époque de la colonisation grecque. Or, son développement a conditionné celui de la ville. Reprenons au début. En arrivant à Gerasa, les premiers colons grecs s'installent sur cette butte, à l'emplacement de l'ancien village abandonné. Pourtant, ce n'est pas au centre de ce bourg renaissant qu'ils choisissent de bâtir la demeure de Zeus, mais sur le haut lieu qui lui fait face, plus propice au culte selon la tradition orientale. Après avoir nivelé le terrain jusqu'au rocher, selon un rite de purification, les fidèles de Zeus bâtissent au-dessus d'une grotte naturelle un premier temple, ouvert au sud. Par son plan rectangulaire et son décor de pampres, de grenades, de grappes de raisin et de fleurs d'hibiscus, ce saint des saints est typiquement oriental. Au 1er siècle de notre ère, les Romains entreprennent de gigantesques travaux sous la conduite d'un certain Diodoros. L'architecte édifie tout d'abord une terrasse accessible par le sud. Plus tard, il agrandit la terrasse, aménage dans des soubassements une galerie souterraine, le cryptoportique,
et bâtit à l'est une entrée monumentale qui devient l'accès principal. Le domaine de Zeus s'ouvre enfin face à la ville. En 66 de notre ère, lors de la première révolte des Juifs hostiles à Zeus, le temple grec est soigneusement démonté. En 70, alors que la situation politique et religieuse s'est apaisée, un certain Théon, suppliant de Zeus, finance un nouveau saint des saints, édifié avec une partie des blocs du premier temple. Le point culminant et ultime de ce développement est l'édification en 163 sur une terrasse supérieure d'un grand temple à portique. Ainsi, l'ensemble du sanctuaire présente une architecture typiquement orientale et non gréco-romaine. De même, la grande avenue à colonnades ne semble pas être, à proprement parler, une rue, mais plutôt une allée processionnelle en même temps qu'une voie commerciale. Le travail entrepris par les scientifiques sur le sanctuaire de Zeus ne s'arrête pas là. Le gouvernement jordanien a insisté, comme il a insisté d'ailleurs auprès de beaucoup d'autres missions archéologiques, pour que l'archéologie se fasse en parallèle avec la restauration des monuments. Bon, c'est un aspect extrêmement important de notre travail, de nos responsabilités, c'est la valorisation, la mise en valeur des monuments qui ont été exhumés ou qui sont en cours de découverte. Mais le processus est complexe. Attention. Il faut tout d'abord relever et identifier tous les blocs. Le but était surtout de dégager vraiment tous les abords du temple, donc de ses éboulis. Donc on a poursuivi la méthode qui avait déjà été appliquée quelques années auparavant, c'est-à-dire donc dégagement des blocs, dessin au 50e, donc on appelle ça des minutes de terrain, topographie en 3 dimensions donc de tous ces blocs pour permettre ensuite des restitutions informatiques qui facilitent énormément la restitution pour justement cette phase actuelle de restauration. Ces préalables indispensables étant accomplis, le travail de restauration proprement dit peut commencer. Pas si simple. Nous allons voir comment, malgré toute l'expérience d'une équipe aguerrie, le remontage des blocs peut s'avérer complexe, voire dangereux. Il faut tout d'abord tailler la pierre selon un profil bien précis, dessiné par l'architecte, selon les épures obtenues en laboratoire. Ouais. Les prochains profils à reprendre. Ok. Une fois ça, c'est les 2 prochaines. 2 prochaines pour l'ouest, comme ça. Ainsi, tu vérifies les dimensions et tu ouais. reprends les profils. Ainsi, comme ça, on va pouvoir boucler le côté ouest. Ouais, et puis après, il faudra donc. Il nous en manquera juste un morceau pour le nord quand on aura fini de poser l'angle. La seconde étape consiste à équiper le bloc d'un système d'attache, permettant son levage jusqu'à son lieu de pose. De la même manière que dans l'Antiquité, les hommes sont appelés à décider des solutions techniques les plus appropriées au levage. Chevilles, pinces inversées ou tenons mortaise. Ici, l'équipe opte pour un dispositif de chevillage. Les trous qui vont permettre de lever. Non. Il y a 2 coins. Là, on aurait même pu en mettre qu'un seul, peut-être. D'accord. C'est plus par sécurité. Vient enfin la grue et l'opération délicate de mise en place effective du bloc.
Lorsque celui-ci s'élève pour aller rejoindre ses embases, la corde cède. Une seconde tentative plus sécurisée permettra la pose définitive du bloc. Ainsi, jour après jour, le domaine du seigneur de l'Olympe retrouve peu à peu son aspect initial. Mais Zeus ne régnait pas en maître absolu sur Gérasa. Artémis, assimilée à une divinité locale ancestrale, était honorée comme maîtresse de la cité. Accessible depuis le pont du Chrysoroas, son sanctuaire est une véritable mise en scène architecturale. Après avoir suivi une colonnade et traversé l'avenue principale, il faut encore franchir une porte imposante, puis monter un escalier monumental débouchant sur le ciel. Cet ingénieux dispositif, en suscitant la surprise, met indéniablement en valeur le temple de la déesse. Le domaine d'Artémis est étonnant à plus d'un égard. Tout d'abord, il est inachevé et ne comporte aucune installation ancienne. Ensuite, il est le plus vaste et le plus central de la cité. Or, ce n'est pas vers lui que mène la grande avenue principale, mais vers le sanctuaire de Zeus. Surtout, la présence de deux sanctuaires fédéraux dans la même ville constitue pour les archéologues une anomalie. C'est un cas unique dans la région. L'explication vient en partie des inscriptions retrouvées dans le temple bas de Zeus. En fait, le sanctuaire de la déesse, primitivement installé ici sur le tertre du village ancien de Garchou, aurait été déplacé pour permettre son extension. Ce déplacement s'est opéré vers 132-135 au cours de la première révolte juive, durant laquelle la communauté israélite de Gérasa, hostile aux dieux grecs, reporte ses dons sur le temple de l'ancienne déesse mère de la cité. Une trentaine d'années plus tard, c'est au tour du temple d'Artémis d'être abandonné par ses fidèles, faute de moyens financiers. Ces événements provoquèrent une refonte complète du cadre urbain. Les deux avenues perpendiculaires, à l'origine du Cardo et du Decumanus romain, furent tracées en fonction de l'entrée principale des deux temples, selon une pratique bien connue en Orient. Ainsi, le plan orthogonal de la cité n'est pas, comme on l'a cru longtemps, un héritage des colons grecs, mais bien une conception tardive, surimposée à partir du milieu du IIe siècle à un modèle urbain oriental préexistant. En revanche, il est révélateur de l'importance de la religion dans l'organisation du cadre de vie. Le culte est également le miroir de la santé économique et politique de la cité. Les temples, en effet, étaient financés par les habitants qui, suivant la nécessité du moment et les disponibilités financières de leur groupe religieux, sollicitaient la divinité la plus apte à répondre à leurs attentes. Sur les gradins de l'Odéon, qui servaient également de salle du conseil municipal, les archéologues ont retrouvé de grandes inscriptions gravées dans la pierre. Ces inscriptions mentionnent les noms de 11 tribus religieuses, celles de Zeus et d'Artémis étant les plus importantes avec celles du culte impérial. Les autres étaient vouées à des divinités secondaires. D'autres inscriptions sur le site nous apprennent également que la population gérasénienne était composée en grande majorité de Grecs, de Syriens, d'Israélites, de militaires et de fonctionnaires romains. De quoi vivait cette société multiculturelle ? C'est une grande cité
qu'on décrit comme étant florissante, impériale, mais il ne faut jamais non plus perdre de vue que c'est une des villes les plus orientales de l'Empire romain, lointaine un peu de tout, et provinciale, et en dehors des grands axes, puisqu'on a la Via Nova, qui est, c'est vrai, à une trentaine de kilomètres, c'est tout près pour nous, et c'était quand même pas très près pour ces gens-là. Je crois qu'un des aspects qu'il faut prendre en considération, c'est que la ville de Jerash est un endroit où les empereurs romains ont libéré, le terme c'est libérer les vétérans. En fait, c'est lorsqu'un soldat romain arrive, qui est un soldat de métier bien sûr, arrive à la fin de son temps, on lui donne des terres qui sont souvent des terres importantes, que lui-même fait exploiter par des esclaves, par des gens locaux. Et lui, il devient un citadin. Et on sait qu'il y a eu beaucoup de vétérans installés à Jerash. Donc c'est une ville de peuplement, c'est pas nécessairement un grand centre commercial, sauf régional bien entendu, sauf local, mais c'est pas une route où on fait transiter les épices, où on fait transiter les produits rares entre, par exemple, la mer Rouge et la Syrie. À quelques milliers de kilomètres de là, sur les rives africaines de la Méditerranée, se dressent les vestiges d'une autre cité romanisée au 1er siècle de notre ère. Fondée par les Berbères, réaménagée sous la domination de Rome, l'antique Volubilis a su elle aussi préserver son identité. Rabat, la capitale du Maroc, est la seconde étape de notre voyage. Le temps de traverser la ville, et nous voici à Salé, où nous attendent 4 étudiants de l'École supérieure de technologie. Leur objectif ? Redonner vie et forme aux vestiges de l'antique Volubilis. Plus précisément, Djihan et Younes se consacrent aux restitutions du centre monumental, tandis que Kamel et Mohamed s'attachent à la reconstitution des maisons nobles de la cité. Elle était composée de 3 parties. Une partie publique, une partie privée, c'est la partie thermale, et puis la partie industrielle qui était occupée notamment par une usine. Alors qu'ils effectuent des dernières retouches, nous mettons le cap à l'est en direction de Volubilis. Quelques centaines de kilomètres plus loin, alors que s'ouvre la plaine du Garbe, nous distinguons les premières pentes du massif de Zéroul. Volubilis n'est plus très loin. Accrochée sur un éperon rocheux, la ville sainte musulmane de Moulay Idriss, du nom du fondateur du Maroc, domine l'antique cité. Située à 390 mètres d'altitude, au pied du mont Zéroun, Volubilis occupait une position facile à défendre. Surtout, la région disposait de toutes les conditions nécessaires à l'installation de l'homme. Tout d'abord, une abondance en eau fournie par les pluies fréquentes et la présence de 2 sources. Ensuite, une terre et un climat propices à l'élevage, à l'agriculture et à la culture de l'olivier. Enfin, la présence à proximité de carrières de grès et de calcaire ont fourni les matériaux indispensables à la construction d'un centre urbain. Volubilis jouissait également d'une position stratégique, à la croisée du Maroc du Nord, pourvue de plaines fertiles, et de la vallée du Sébou, ouverte sur l'Atlantique. Ainsi, dès sa fondation par les Berbères, cette bourgade bénéficiait de tous les atouts pour alimenter et abriter une importante population. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, elle entre dans l'ère d'influence des grandes civilisations méditerranéennes. Volubilis est alors une cité organisée, pourvue d'institutions, sous l'influence carthaginoise qui se diffuse depuis le littoral.
Vers le IIe siècle avant Jésus-Christ, elle fait partie du royaume maurétanien qui se forme en Afrique du Nord. Au tournant de l'ère chrétienne, la ville devient l'une des résidences de son roi Juba II, allié de Rome, puis celle de son fils Ptolémée. En 40, l'équilibre qui prévalait depuis un siècle dans cette région fut brusquement rompu, alors que Caligula régnait sur l'Empire romain. Que s'est-il passé? Ptolémée a été invité par Caligula pour qu'il puisse assister à une cérémonie officielle à Lyon, en France. Et dès son arrivée donc là-bas, Caligula a donné l'ordre de le tuer carrément et de mettre fin à ce royaume et de préparer d'une manière directe l'annexion de la Mauritanie, qui sera après, donc, sous le règne de Claude, divisée en deux provinces. La Mauritanie tingitane à l'ouest et la Mauritanie césarienne à l'est. Cet assassinat, on s'en doute, déclencha une révolte chez une partie des volubilitains. Menée par Édémon, un esclave affranchi de Ptolémée, elle mobilisa 3 légions romaines ainsi qu'une milice d'autodéfense commandée par un notable local, Marcus Valerius Severus, partisan de Rome. La révolte matée, les miliciens dépêchèrent leur chef auprès du nouvel empereur Claude, afin d'obtenir récompense pour leur aide militaire et leur loyalisme. Cette inscription révèle que cette démarche fut couronnée de succès. La ville fut élevée au rang de municipe, tandis que ses habitants bénéficièrent de nombreux avantages, destinés à s'assurer leur fidélité. L'objectif de Rome ? Faire de la Maurétanie tingitane une marche de l'Empire, plus qu'une province à exploiter. Volubilis était en effet l'élément le plus avancé du dispositif de défense, face aux tribus berbères semi-nomades des régions pré-sahariennes. Ainsi, durant 2 siècles, la ville connaît un nouvel essor et se transforme sous les effets de la romanisation. Si son développement semble surtout lié à la présence des nouveaux maîtres, la transition ne semble pas avoir été brutale. Contrairement aux villes romaines créées d'un seul jet sur terrain vierge, comme Timgad en Algérie, Volubilis présente un plan irrégulier. Seul le quartier nord, sans doute inoccupé lors de l'annexion romaine, montre le traditionnel plan en damier. De part et d'autre de la rue principale, courent des rues secondaires reliées entre elles par des ruelles transversales. Cette voie était à l'origine bordée de boutiques et de portiques qui protégeaient les piétons du soleil et de la pluie. Elle était jadis l'artère la plus animée de la ville, habitée d'une foule bruyante et bigarrée, semblable à celle qui déambule aujourd'hui dans les médinas de Meknès, Fès et Marrakech. Épiciers, volaillers, poissonniers, libraires ou marchands de belles étoffes y interpellaient le passant, tandis que des musiciens ambulants, des colporteurs, des commissionnaires, des convoyeurs de mulets et des débardeurs y créaient quelques embarras. L'artère principale reliait la porte nord de Tanger à l'arc de Caracalla, élevé par la communauté des Volubilitains en remerciement d'une remise d'impôts accordée par Rome. Ce type d'édifice était élevé en l'honneur d'un général victorieux. Monument de la propagande impériale, visible de loin, il s'imposait au regard des populations conquises comme la manifestation de la toute-puissance de Rome et de son empereur.
Là encore, contrairement aux normes d'urbanisme romain, cet arc ne se situe pas dans l'axe de la voie principale de la ville. Mais l'influence indigène est également notable dans le décor. Ainsi, la représentation des saisons dans les médaillons, empruntée aux mosaïques, est inhabituelle. La marque romaine se voit davantage dans la mise en place de nouvelles institutions publiques. Une manière pour le pouvoir impérial de s'assurer du dévouement des grandes familles locales, qui pouvaient ainsi satisfaire leurs ambitions politiques, économiques et sociales. L'aire sacrée du Capitole, où se déroulait le culte officiel, était la première des institutions religieuses. Une autre institution romaine prédominante était le forum. Cœur politique de la cité, c'est là que se réunissait l'Assemblée des citoyens lors des élections, des proclamations et des discours. Cette place est bordée par la basilique judiciaire, où étaient gérées les affaires publiques et administratives de la cité. Sous l'autorité d'un collège de magistrats, 2 édiles s'occupaient de la police, des travaux publics et des marchés, tandis que les décurions constituaient le Sénat municipal. Ces derniers délibéraient de la vie religieuse et des finances, décidaient de la construction des monuments et de l'érection sur le forum des statues en l'honneur des citoyens méritants. L'une des fonctions majeures du forum ou de l'agora grecque, c'est, si vous voulez, c'est la propagande. Ces nombreuses stèles, autrefois surmontées de statues, en sont la preuve. Elles attestent de cette volonté d'afficher auprès des habitants et des touristes de l'époque la valeur de tel ou tel citoyen volubilitain, un haut dignitaire, un cadre de l'armée, ou bien encore un riche exploitant. Souvenez-vous, Marcus Valerius Severus, ce volubilitain allié de Rome, qui avait libéré la cité des rebelles. Sa stèle est ici sur le forum. Il y a un M qui signifie Marcus, Valerius, Bostaris Filius. Donc c'est le fils d'un bostard, donc sûrement c'est un nom punique. Juste en dessous sont indiquées les fonctions de l'homme honoré. Magistrat municipal sous le pouvoir carthaginois, Marcus Valerius s'est vu attribuer de nouvelles charges par les Romains, celles de sénateur et de prêtre. Ce n'est pas tout. L'inscription mentionne également les privilèges accordés par Rome aux volubilitains, grâce à l'intervention de Marcus Valerius, notamment la citoyenneté romaine et une exonération d'impôts pendant 10 ans pour les habitants non citoyens. Ces mesures avaient pour but de favoriser l'implantation d'agriculteurs et de négociants, et de repeupler ainsi la région après les événements de 40. Le dernier avantage reçu concerne les biens laissés par les citoyens qui ont connu la mort au cours de la révolte des Blancs et qui n'ont pas laissé d'héritiers. Donc ces biens de ces citoyens vont être accordés au municipe de Volubilis, sinon pas au fisc romain. Ainsi, l'épigraphie demeure la source d'informations quasi exclusives sur la vie municipale et la société. Où s'exprimait l'ambition des élites est notamment l'un des éléments les plus visibles aujourd'hui du processus de romanisation. C'est surtout un désir de vivre à la romaine qui transparaît dans l'organisation de l'habitat volubilitain.
L'une des plus belles demeures conservées de Volubilis est la maison d'Orphée, implantée dans le quartier sud de la cité. Hassan Niman, archéologue et ancien conservateur du site, a dirigé le travail de reconstitution de cette demeure, effectué par les étudiants de l'école technologique de Rabat-Salé. D'une superficie de 1700 m², la maison d'Orphée s'étend sur les 3 parcelles d'un îlot et se compose de 3 zones bien distinctes. Une zone privée réservée à la famille, une zone accessible à la clientèle du propriétaire et une zone industrielle. Donc l'accès à la maison, à la partie privée, se fait par 2 portes. Une qui conduit directement vers les thermes et l'autre qui conduit directement vers les parties privées. Et là on accède à la cuisine qui est caractérisée par la présence de ce bassin en tant que réservoir d'eau. Juste à côté nous avons les latrines. Alors il reste juste un petit trou d'évacuation, mais normalement, on devait trouver le siège de latrine ici. Après, on accède à ce couloir qui dessert un certain nombre de pièces et qui s'ouvre, qui donne sur le péristyle. L'une des chambres ou des pièces les plus intéressantes, c'est celle-là, qui est un triclinium. Alors un triclinium romain, il est caractérisé par les 3 entrées. L'entrée principale, c'est pour les convives. Les 2 autres entrées, c'est pour le service. Autour de cette forme en U, on peut placer les lits. Et on a le panneau central, qui est sous forme d'un tapis, orné par le dauphin. C'est ici que le maître de maison prenait ses repas en compagnie de sa famille et de quelques intimes triés sur le volet. À proximité se trouvait une chambre dont les murs étaient à l'origine recouverts de marbre. Alors, vu la superficie de la maison, donc 1700 m², eh bien, nous avons 3 places ou 3 cours à ciel ouvert, ce qui permettait donc d'éclairer toute la maison et de l'aérer. À l'intérieur de cette cour à portique, on a un puits qui permettait l'alimentation de la maison en eau. La maison d'Orphée était également branchée sur le réseau urbain, afin de fournir en quantité suffisante et de manière constante les fontaines qu'elle abritait. Et on peut donc continuer notre balade à travers ce couloir pour découvrir les différentes chambres d'habitation et qui sont, dans la plupart du temps, pavées de mosaïques géométriques comme celles que nous voyons dans ces 2 chambres. Nous avons une des particularités encore dans cette maison, c'est que nous avons une chambre chauffée l'hiver. On voit cette canalisation qui permettait l'évacuation de la fumée. Cette chambre était réservée à l'hiver, à l'utilisation pendant l'hiver. Nous sommes juste à côté du début de la chaîne du Rif et du début du Mont Atlas, donc c'est une zone où il fait un petit peu froid l'hiver. Quelquefois ça atteint même les -2, -3 degrés. Ce système de chauffage était également utilisé pour chauffer l'eau et le sol des thermes de la partie privée. C'est effectivement l'un des établissements où l'hypocauste est bien conservé. Donc l'hypocauste, c'est cet espace où la circulation de l'air permettait de chauffer les murs grâce à ces canalisations rectangulaires. Et nous avons 2 types de canalisations, des canalisations rectangulaires et vers le fond, nous avons des canalisations circulaires.
sur ces pilettes, il y avait des grosses plaques qui étaient réfractaires et sur lesquelles on posait le sol sur lequel les Romains ont pu marcher. Donc il y avait quelqu'un de service qui s'occupait et de la chaudière, de l'eau chaude et d'alimenter les deux foyers en bois pour assurer la chaleur d'une manière continue à cet établissement thermal. Dirigeons-nous maintenant vers l'espace où le propriétaire recevait sa clientèle et quelques hôtes de marque. Cet espace, directement accessible depuis la rue, se compose d'une pièce de réception et d'une cour à ciel ouvert agrémentée d'un bassin. Ce bassin, qui est en fait un aquarium, est bordé d'une mosaïque représentant le dieu Neptune sur son char, voguant sur le monde marin. Et c'est aussi une chambre d'apparat d'été. Ça veut dire que le propriétaire ou sa clientèle, il pouvait s'allonger au bord de ce bassin avec des accoudoirs. Il pouvait mettre une assiette et un verre de vin pour apprécier la fraîcheur de la nuit. Cette cour ouvrait sur une grande salle d'apparat réservée à la clientèle du propriétaire. Et le plus intéressant, c'est que nous avons des encoches, comme vous pouvez les constater, ce qui laisse à supposer que ces espaces étaient vitrés. Et c'est ce qui permettait à la clientèle, aux invités, donc d'avoir toujours une vue sur l'atrium et sur ce qui peut arriver donc de l'entrée principale. Cette salle d'apparat est ornée par l'une des plus intéressantes et des plus grandes mosaïques circulaires de Volubilis. Aujourd'hui dissimulée sous un voile de poussière, elle cache bien son secret. Voici qu'apparaît Orphée, jouant de la lyre et charmant de cette manière les animaux sauvages qui l'entourent. Ainsi, cette vaste villa comportait plusieurs chambres et salles de réception parées de marbre et de mosaïque, des thermes privés et des pièces chauffées en hiver, le tout agrémenté de fontaines et de bassins, sans oublier ici ou là quelques statues de bronze ou de marbre. Un tel confort, on s'en doute, exigeait du maître des lieux des revenus en conséquence. Donc on rappelle qu'il se trouve dans un troisième palier, en contrebas, la partie industrielle. Et nous allons voir que grâce à cette troisième partie, je crois qu'on peut identifier le propriétaire, on peut identifier ce qu'il faisait dans la vie. Donc là, cette partie, nous sommes dans l'huilerie, ou la double huilerie de cette maison, étant donné que nous avons 2 aires de presse. Et on a des grands bassins de décantation, ce qui laisse à supposer qu'on produisait énormément d'huile d'olive. Et l'emplacement de cette huilerie dans la maison laisse à supposer que le propriétaire n'était qu'un grand producteur de l'huile d'olive. Miroir de la grandeur de Rome, Volubilis était également le reflet d'une propre réussite économique, sociale et culturelle de la civilisation mauritanienne. Ainsi, l'urbanisation romaine des cités provinciales préexistantes à l'Empire ne fut pas absolue. Si l'objectif était d'imiter la Grande Rome, l'art et les techniques de la capitale n'étouffèrent jamais les procédés locaux. Au contraire, ils furent si intelligemment compris et assimilés par les peuples conquis qu'ils participent aujourd'hui du fabuleux héritage de la romanité.
un héritage dont l'âme vibre encore au rythme des festivals.